Donc, l'histoire que je veux conter, elle se passe en 72. Et on parle du premier produit que Steve Jobs et Wozniak ont vendu ensemble. Et ça s'appelait le Blue Box. Puis là, tu parles, une minute, là, juste pour me mettre dans l'histoire, là, on est avant la création d'Apple. Là. Oui, on est avant ça. Les deux, c'est des étudiants. Ils se connaissent. Wozniak étudie à Berkeley. Et Jobs, lui, étudie dans un collège en Californie. Les deux se connaissent parce que je pense qu'ils habitent dans le même quartier, ou en tout cas, de mémoire, là, ils se connaissaient puis ils se fréquentaient déjà par des intérêts mutuels. Et ils ont lu un article dans Esquire, le magazine Esquire, qui parlait d'un appareil qui permettait de... Non, en fait, ce que l'article parlait, c'est que des ingénieurs avaient réussi à trouver les fréquences pour faire... pour que les switches des compagnies de téléphone pour les interurbains soient trompés par une fréquence qui est équivalente pour permettre de faire des interurbains, mais gratuitement. Et donc... Puis, je vais juste te couper. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque, c'était une tonalité qui était transmise. Puis le commutateur, qu'on appelle un PBX, qui sert à transmettre le tout, c'est le commutateur qui acknowledge cette tonalité-là et qui autorise ou pas la transmission de la communication à l'international ou à l'interurbain. Et j'en avais parlé brièvement, mais à l'époque, il y avait des siffleux. Il y avait des gens qui avaient appris par cœur les tonalités et se présentaient dans des boîtes de téléphone. Ils pouvaient... Et le téléphone décrochait. Merci, bonsoir. C'était le début du hacking, piratage par le monde international. C'était mon petit point. C'est correct. Et quand Wozniak a lu cet article-là, il a tout de suite contacté Steve Jobs et ils sont partis en trombe, en auto, au Stanford Linear Accelerator Library, okay, pour aller retrouver la documentation des ingénieurs pour être sûr que ce qui était écrit, c'était vraiment vrai. La bonne fréquence. Oui, mais que tout ça, c'était pas inventé, que c'était vraiment quelque chose de réel. Donc, ils sont allés lire les recherches liées à ça et ils se sont aperçus que c'était vrai. Alors, ce que Wozniak a décidé de faire, il s'est dit, moi, je veux essayer de faire la même chose qu'ils ont fait sur un circuit imprimé, mais je veux le faire de façon, d'une meilleure façon pour que le signal soit encore meilleur. Parce qu'il arrivait des fois que le signal ne fonctionnait pas et lui avait une certaine volonté de dire il faut vraiment que ce soit parfait puis que ce soit même la bonne façon de le faire. Donc, il s'est mis à concevoir un circuit imprimé pour lui permettre de tester ce qu'il avait lu. Et il a réussi à construire le premier appareil qui était capable d'émettre les fréquences qui permettraient de faire des interurbains. Donc, ils ont fait un premier appareil qu'ils ont appelé le Blue Box. Et ils ont essayé de le vendre. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus dans l'université Berkeley et Steve Jobs a dit « Laisse-moi m'occuper de ça ». Et Steve a commencé à cogner aux portes puis à parler aux gens qui ouvraient la porte, aux étudiants, puis en leur disant « As-tu vu tel gars? Je le cherche parce qu'il essaye de faire des interurbains gratuits, puis j'ai quelque chose qui pourrait l'intéresser, mais tu l'as-tu vu ce gars-là? » Puis sa technique, c'était que si l'étudiant était intéressé par ce qu'il venait de dire, bien là, il en vendait un. OK, fait que c'était comme pas illégal parce que, tu sais, sur le couvert du « t'as-tu entendu parler? » Il s'en sort. OK, ouais, je vois genre. Il ne sollicitait pas, il faisait juste leur raconter quelque chose. Et ça a tellement marché qu'ils en ont vendu à peu près 40 à 50, selon Wozniak, de ces appareils-là. Et même avec des clés plus soft qui permettaient de faire des interurbains gratuits. Et ça leur a généré des revenus. Là. Eux, ça leur coûtait 40 $ pour construire cet appareil-là, en pièces puis en temps, là, j'imagine. Et ils leur vendaient 150 $. Mais là, on se reporte en 1972.
Oui, oui. Wow. Sauf que les jeunes sauvaient beaucoup d'argent en interurbain. Là, c'était gratuit. Là, ça bypassait, ça permettait de faire la connexion sans problème. Et ils auraient fait à peu près 6 000 de revenus avec ce petit appareil-là, jusqu'à temps que bon, le FBI s'en est Ouais, ils n'ont pas dû triper, c'est sûr, non, c'est non, ça. non. Puis, bon, le FBI était impliqué dans le dossier parce qu'ils n'étaient pas les seuls à le fabriquer. Là. C'était pas unique. Non, mais il y avait Sauf, les siffleux à l'époque, là. C'était ouais, déjà parti de l'histoire. c'est ça. Mais bon, leur appareil était vraiment de haute qualité, tellement qu'il n'y avait pas de misère à en vendre. Et bon, après avoir probablement vendu une cinquantaine, ils se sont dit, bon, ben, on va passer à autre chose. Mais c'est ce qui a permis je dirais, de solidifier la relation entre Wozniak puis Steve Jobs, parce que c'était la première fois qu'ils développaient ensemble un produit, un du côté technique, l'autre du côté marketing, vente, et c'était leur. Et ce que les historiens disent, c'est que probablement que ça l'a C'est ça qui a aidé à mis aller la vers table à Apple. la suite, là. Ben oui, c'est ça. Sans ça, je ne suis pas sûr qu'ils auraient travaillé ensemble éventuellement, mais c'était vraiment la limite, la petite étincelle qui a Fait qu'ils fait ont un que. petit passé de croche, là. Oui, oui, c'est clair Puis tu sais, Mais ben, tu sais, ça va que le monde étudie un peu aussi, on oui, s'entend. on est jeune, on est un peu, on dit on va révolutionner les choses, on va faire meilleur. Bien, effectivement, c'était ça leur objectif. Mais Là. tu sais, une affaire que les gens se doutent peu, le protocole dont les téléphones se servent, on appelle ça le SS7 pour Signaling System 7. Il y a eu quelques versions. Et ce système-là, les tonalités, comment le téléphone communique avec le commutateur, le PBX, ces choses-là, a à peu près pas évolué depuis. Mais non, hein? C'est encore très, 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 très semblable à l'époque. C'est d'ailleurs ce qui cause des problèmes. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui parce que je veux pas créer de problème, mais le système de communication qu'utilise le SS7 est encore très, très archaïque. Il va tranquillement, pas vite, s'habituer aux nouveautés, mais backdoor en arrière au niveau des commutateurs, c'est encore un peu comme à l'époque. Dire que Steve a commencé sa carrière en faisant exactement ce qu'il a interdit peu après, j'avoue, ça c'était un commentaire menoche. Oui, oui, Il a oui. commencé à. Puis après ça, il ne fallait plus rien modifier dans ce qu'il faisait, lui. Effectivement, C'est un peu effectivement, paradoxal. mais tu sais, quand tu es jeune, je veux dire, tu n'as pas vraiment de limite, puis tu es ouvert à probablement expérimenter un peu tout. Là. Quand tu vieillis, à un moment donné, on devient un peu plus conservateur, puis un peu plus directif, là, selon notre tempérament, puis nos valeurs aussi. Là. Mais bon, dans certains cas, ça ne l'a pas aidé. Dans d'autres cas, probablement que c'est ce qui a permis. Là, je vous raconterai un jour comment l'iPhone a été créé. Je peux vous dire tout de suite, j'ai fait un podcast dessus. Là, c'est à cause de Microsoft si vous avez un téléphone aujourd'hui d'Apple. Oh, Oui, OK. Puis, On va creuser ça. il y a un ingénieur chez Microsoft qui le sait que c'est à cause de lui. Il a mis le feu aux poudres. Il l'a échappé. Pas juste échappé, c'est qu'il il a tellement rendu Steve Jobs furieux que l'autre se verrait de bord et il dit non, c'est pas vrai, c'est moi. Puis c'est ça. Je vous raconterai l'histoire, là, c'est assez intéressant. C'était dans la biographie de Steve Jobs. Ça sera pour une autre fois. Mais je n'étais pas au courant pour ton Blue Box, honnêtement. Je n'avais jamais entendu parler. Non, moi non plus. Intéressant. Moi, c'est en lisant la biographie que je l'ai appris, là, mais c'est assez fascinant comme histoire. Là. Puis tu sais, là, on parlait des modems, de l'Internet, de la naissance d'Internet. Tu sais, au début, c'était les universités qui se servaient de ça. Les grandes entreprises s'en servaient pour se transmettre des données, des données très, très précises. Et souvent, quand on a une invention, on dit souvent le besoin est la mère des inventions. Donc, tu sais, l'armée, avec SAGE, transmet des données pour les radars. C'est très, 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 très restreint comme champ. Et là, on ajoute tranquillement, pas vite, un nouveau réseau qu'on appelle le réseau Sabre, qui est un réseau qui a été utilisé, un peu le petit cousin ou le petit frère de SAGE, qui servait pour le système de réservation de billetterie d'avion, pour être capable de faire des réservations par rapport à l'horaire, ces choses-là, puis imprimer des billets. Et parallèlement à ça, est né, je crois, si je pense que c'est ton bout, là, la partie des BBS. C'est arrivé à peu près quand, ça, Pat? Bien, les BBS, si on regarde un peu la genèse, ça a commencé dans les années 72 environ, où il a commencé à avoir du travail qui a été fait. Et c'est vraiment une histoire de geek. En fait, je dis 72. Ceux qui
qui ont commencé à travailler là-dessus travaillaient déjà dans le domaine de l'informatique ou des télécommunications ou du domaine plus technologique là, dans les années 70. Mais c'est le 16 janvier 78 où deux membres du Chicago Computer Club. C'est quoi ça, Chicago? C'est quoi? C'était un club informatique à Chicago. Je t'arrête, mais tu Oui. sais, j'ai lu beaucoup, beaucoup de Jules Verne. Puis là, tu vas trouver ça drôle, le parallèle. Dans Jules Verne, il y a beaucoup de clubs. De clubs Oui. de lecture, de clubs d'astronomie, de clubs. Et c'est souvent de la haute société qui se réunit, qui se font un club. Puis là, ils se rencontrent à toutes les semaines. Puis est-ce que c'est un peu l'équivalent? C'est un club de type scolaire? C'est des geeks. C'est des OK. geeks qui se ramassent ensemble parce que en 78, il y avait l'ordinateur Altair qui était déjà sorti. Donc, il y avait déjà des premiers micro-ordinateurs ou ordinateurs accessibles à monsieur, madame, tout le monde qui commençaient à être inventés et disponibles à l'achat. Et il commençait à avoir des clubs aux États-Unis pour pouvoir échanger, partager beaucoup de bidouilleurs, là, de gens qui développaient eux-mêmes leur micro-ordinateur en essayant de trouver une façon, soit basée sur ce qu'ils avaient déjà vu précédemment via l'Altair ou les autres types de systèmes qui étaient disponibles, soit Fait que via... Job, il n'était pas tout seul à l'époque de gosser là-dedans. Non, il y en avait une gang un plein, peu là. partout. Oui, il y en avait plusieurs. Et dans ces clubs-là, ben, c'était des gens qui étaient fascinés par ça, puis qui voulaient vraiment faire avancer, puis montrer ce qu'ils avaient comme technologie, là, ou comme qu'est-ce qu'ils avaient fait, soit en programmation, soit en développement de circuits imprimés. Donc, puis je vais même vous le montrer, le premier BBS, là, c'est à ça qu'il ressemblait, là. Mon Dieu, Ouais. le souci du côté cute n'était pas là. Hein? Il n'était pas là, mais pas en tout. Et en fait, bon, le 16 janvier 1978, il y avait eu une grosse tempête de neige aux États-Unis, à Chicago. Puis les deux membres du club, finalement, après essayer d'avoir déneigé, puis ça finissait plus, il s'est dit, regarde, je vais rentrer chez nous. Puis il a appelé l'autre pour lui dire, hey, il faudrait trouver une façon d'afficher des newsletters, là, des nouvelles de notre club pour que les gens puissent y accéder. Puis, comment on pourrait faire ça? Un des deux était plus ferré en électronique, l'autre était plus en programmation. Fait que les deux ensemble ont chacun pris la moitié du travail de chacun des côtés. Et le 16 février 1978, ils sont arrivés avec ce prototype-là qui était fonctionnel et qui permettait de communiquer avec le premier BBS à Chicago pour pouvoir accéder aux newsletters, qui était vraiment ça le besoin de base. Et dans les années qui ont suivi, on a commencé à avoir des applications qui ont été développées sur les Commodore 64, sur les Amiga, sur les PC, sur les Mac. En fait, pas sur les Mac, mais sur les Apple, avant que les Mac sortent, les Apple 1 et 2. Et il y avait des clubs partout aux États-Unis qui tranquillement développaient leur propre BBS pour leurs propres besoins internes d'être capable au moins d'afficher des newsletters, d'être capable d'écrire des petits articles puis de partager des choses parce que tous ces gens-là avaient les mêmes affinités, puis dans certains cas, les mêmes technologies. Tu avais des clubs Amiga, tu avais des clubs Commodore, tu avais des clubs Apple ou Apple II. Donc, c'était vraiment très, très ciblé sur des technologies puis sur les intérêts de ces groupes-là un peu partout aux États-Unis. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a démarré. On n'est pas à l'Internet comme on l'entend. On est vraiment... On n'est même pas là. On est au fin des années 70, début des années 80. Et ces gens-là, pour pouvoir opérer des BBS, ils s'achètent des lignes téléphoniques, ils appellent, ils essaient de trouver des numéros de téléphone ou appeler pour consulter des babillards.
Et ça sort de leur poche. Là. Il n'y a personne qui fait ça comme job. Là. C'est vraiment des gens qui ont déjà un travail et qui font ça comme hobby, qui font ça pour le plaisir de faire avancer les choses au niveau technologique. Puis aussi une certaine fierté à dire hey, j'ai réussi à faire telle chose ou telle chose. Là. Il y avait énormément de fierté. Il y en a même certains qui disaient regardez, là, moi, une chance qu'il y avait l'informatique dans la fin des années 70, début 80, parce que j'ai investi une fortune à m'acheter un ordinateur, un modem. Puis si j'avais pas eu ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais été boire, j'aurais consommé de la drogue, j'aurais mal viré, c'est sûr, parce que mon entourage n'était pas comme moi, était vraiment beaucoup plus orienté sur un autre style de vie, puis ça m'a sauvé, là. Donc, il y en a qui sont conscients que ça a carrément changé le cours de leur vie dans leurs échanges, dans leur façon de vivre, dans leur façon de traiter aussi avec les gens, là, parce qu'ils ont carrément changé de groupe dans la société. Là. Puis les BBS, au départ, on s'en servait pour transmettre quoi? Tu sais, on parle des newsletters, mais à un moment donné, il y avait trois choses. Il y avait trois choses qui étaient vraiment importantes pour les BBS. C'est les newsletters. Donc, être capable d'afficher de l'information sur le groupe auquel on adhère et de pouvoir échanger cette information-là via des newsletters. La deuxième chose, newsletter, c'est l'ancêtre du blog. C'est en plein ça, oui. La deuxième chose est arrivée, les emails. Donc, on veut s'envoyer des courriers entre nous autres. Puis, on veut échanger de l'information en écrivant puis en se répondant. Pas en mode instantané, mais en être capable d'échanger à travers des choses on s'écrit un à l'autre. Mais là, tu me parles des adresses email. Tout de suite, d'être capable de s'envoyer un email, ça implique plusieurs choses. Ça implique toute l'infrastructure à l'entrée et à la sortie pour être capable de l'envoyer. Mais ça implique aussi un index, quelque part, qui garde trace que chacun des emails appartient à tel ou un tel. Oublie pas qu'on est dans un BBS pour le moment. OK. On est vraiment... Il n'y a pas de communication. On n'est même pas là encore. On est juste, hey, j'ai Joanne puis j'ai André qui sont dans mon club, puis on échange entre nous autres. On se connaît déjà, mais on s'échange de l'information entre nous via des courriers électroniques au lieu de s'appeler. Et ça, c'est très attirant dans ces années-là parce que c'est comme nouveau. Puis ça l'est encore, hein? Moi, je ne tripe pas à ce qu'on m'appelle. Envoie-moi un texto, ça fait mon affaire, mais appelle-moi pas. Au point où... puis l'autre élément, c'est les applications, l'échange de fichiers. Parce que là, on commence à avoir des programmes, on commence à avoir des petites applications sur ces plateformes-là, que ce soit Amiga, que ce soit Commodore et autres. Donc, pourquoi s'envoyer des disquettes? On va commencer à faire du transfert de fichiers entre nous. Il y en a qui vont développer des programmes ou des utilitaires, puis on va les partager. Donc, il y avait vraiment ce besoin-là au niveau des BBS là, qui était vraiment important. Et l'autre chose qui devenait important, c'est d'avoir accès à une liste des autres BBS. Parce que c'était des numéros de téléphone. Donc, tu voulais être capable de trouver une liste en quelque part, puis ton BBS pouvait servir à dire « Hey, moi, j'ai un bottin avec des numéros que je sais qu'il y a le bottin jaune n'existait pas pour ça à l'époque encore. Ben non, c'était pas affiché. Là. Puis bon, on commençait à avoir des revues spécialisées dans l'informatique là, début des années 80, mais c'est plus tard que la revue Broadband BBS, je pense, là, Broadband Magazine qui est sorti, qui était vraiment là-dessus, là, ciblé au niveau des BBS, mais c'est arrivé un peu plus tard au milieu des années 80. Et à un certain moment donné, il y avait au-dessus de 150 000 BBS juste aux États-Unis. Juste pour te donner une idée, là, 150 000. Ça n'a pas fait d'un coup. Oui, parce que là, tu avais des fabricants sur toutes les plateformes. Là. Tous les développeurs logiciels sur un paquet de plateformes commençaient à développer. Puis ils se disaient, hey, moi sur Amiga, je vais en développer un. Puis j'en ai vu un autre, puis je vais en développer un meilleur. Puis il y avait comme une surenchère au niveau du marché. Mais de toute façon, il y avait un marché là, à 150 000. Là, si tu étais capable d'aller vendre 5 000 copies, tu pouvais te faire un petit revenu. Mais encore là, la majorité était des gens qui c'était un hobby. Il y avait quelques compagnies qui commençaient à flairer la bonne affaire, puis qui commençaient à faire du développement, puis essayer de vendre leurs solutions à une masse un peu plus grande. Jusqu'à temps où
ce qui devenait compliqué, bon, les interurbains, juste pour vous donner une idée, là, ça devenait aussi un enjeu parce que certaines personnes, au niveau des interurbains, se retrouvaient avec des comptes assez élevés parce que là, ils ne comprenaient pas que, OK, là, ce que j'ai fait, c'est un interurbain pour aller sur tel Fait que là, babillard. ils ne connaissaient pas Steve Jobs, eux autres. Là. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Non, mais tu sais, avec ton Blue Bot, ça aurait bien été. Oh, effectivement. Puis au point où il y en a certains qui se sont dit, regardez, on va comprendre comment la carte des hétérobins fonctionne pour que je puisse pas avoir des comptes qui ont plus d'allure. Fait que là, ils ont commencé à appeler les compagnies de téléphone pour dire c'est quoi la structure des interurbains, puis où je peux appeler. Fait que là, tu te faisais Faire dire, des bon, ben, relais, quoi. non, mais tu te faisais dire, OK, toi, dans ton code régional, tu peux appeler au 213, au 814. Fait que là, il regardait dans la liste, OK, lui, je peux, lui, je peux, lui, je peux pas, lui, je peux pas, lui, je peux. Puis là, ben, il se limitait à ça pour éviter d'avoir des factures faramineuses d'interurbain. Jusqu'à temps que FidoNet est apparu. Je vais juste vous montrer ici. Fait que c'est ça, les BBS étaient vraiment là, des interfaces non graphiques, là, vraiment fait avec du texte. Puis, tu sais, c'est les mêmes messages, c'est envoyer des fichiers, c'est vraiment, là, c'était vraiment relié là-dessus. Puis On n'est pas dans l'instantanéité pantoute. Là. Non, 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 on n'est pas là, mais pas en tout. Là. Il y avait du délai, là, même dans les écritures. C'est Zan Dark qui nous dit c'était du DOS. Oh oui, oui, c'était très solide. Là. Mais vous allez voir jusqu'où c'est allé. Là. Et là, ils se sont aperçus que, bon, il y avait des tonnes et des tonnes de BBS à travers les États-Unis. Et il y a un gars qui a développé ce qu'on appelle Fido. C'était un système BBS sur un ordinateur et il a commencé à le vendre à différentes personnes. Et assez rapidement, il s'est rendu à plus de 100 personnes qui utilisaient son petit logiciel. Et son petit. Il donnait, je pense, même pas ceux qui le vendaient. Et là, ils ont atteint comme la limite du nombre de nœuds qu'ils pouvaient avoir pour se communiquer entre eux. Parce qu'il y avait une certaine limite aux alentours de 200, je pense, ou 250. Ça va être 250 moins Ouais, les 256 peut-être, là, si on veut y aller avec les... Fait que finalement, il a dû s'entendre sur une structure pour changer la façon dont FidoNet fonctionnerait. Et en gros, FidoNet, ce que ça permettait à ces BBS-là de communiquer entre eux et de s'échanger les messages. Donc là, on a un début de quelque chose. Là. On a un le relais. début du Là. courriel. Moi, On a le début du courriel. Oui, oui. Moi, je ne suis pas impliqué dans l'affaire, mais je vais prendre ton message puis je vais l'envoyer à l'autre. C'est ça. Puis par des relais, on va se relayer. Bon, ton message va peut-être prendre un certain temps à se rendre, mais il va se rendre. Et on a le concept de message avec écho, ce qui veut dire je l'envoie à tout le monde. Oh, la notion d'écho. OK, là, tu viens de m'allumer solide, là. Ouais. OK, je comprends. Donc, quand ils ont vu qu'il y avait une limite, ils ont décidé de regarder comment on peut essayer de faire une structure avec des nœuds régionaux, puis des BBS sous ce nœud-là pour, un, faciliter les télécommunications entre les régions, et deux, s'assurer qu'on va avoir une certaine structure parce qu'on ne veut pas que tout le monde appelle tout le monde. Là, on veut essayer d'avoir une hiérarchie pour être capable de tranquillement faire redescendre le message jusqu'au bas niveau. Donc, ils ont regardé aux États-Unis sur la carte là, pour essayer de trouver une structure de région qui serait pas mal proportionnelle en population d'une région à l'autre pour qu'on ait à peu près le bon nombre de BBS dans chacun. Ils sont arrivés à cette carte-là, puis ils se sont rendus compte que c'était exactement la carte des conférences en basketball au NCAA. OK, fait que là, il y a là, je t'arrête, là, mais pour que ça soit exactement la carte, forcément, il y a un référent culturel. Puis là, je ne m'abuse, mais les États-Unis sont très université, équipe sportive universitaire, tout tourne autour de l'équipe sportive. Donc, il doit y avoir un lien très fort relié à ça pour ces régions-là. Oui, oui, parce que la clientèle était quand même assez jeune. Là. On s'entend, c'était pas dans les années 70 puis début 80. Bon, la clientèle était surtout fin vingtaine, puis entre 20 et 30. Là.
un petit peu plus au-dessus de 30 ans, mais c'était vraiment, là, on y était niché, là, style 15 à 25-30, qui était vraiment la niche. Là. Donc, ils ont finalement, avec FidoNet, pu faire une structure qui permettrait d'avoir suffisamment de nœuds. Et là, ils sont passés de 100 à 200. L'année suivante, là, ça a doublé à toutes les années. C'est passé à 400. Après ça, c'est passé à 900. Ils sont montés jusqu'à environ 30 000. 30 000 BBS, juste BBS les États-Unis. sur FidoNet. Pas juste sur États-Unis. FidoNet. Pas juste États-Unis. À un moment donné, le gars, il reçoit un appel de quelqu'un en Russie, en URSS. Et là, il apprend qu'en URSS, c'est déjà tout déployé. Puis là, le La gars... gang de mail.ru. Oui, exactement, exactement. Je pense que c'est de là vient le RU. Et il dit, comment je peux me connecter à vous autres, là? Donc, c'était assez fascinant. Et donc, c'est ça, au-dessus de 32 000 rendus à ce moment-là. Jusqu'à temps que, au niveau du 32 000, là, le fameux FidoNet, et ça, c'était le logo là, de Fido qui était en DOS. Là. Ça nous rappelle des souvenirs. Du ASCII design. Exactement. Jusqu'à temps que, une fois qu'ils étaient rendus 32 000, là, ils se sont dit, là, nous autres, là, on est tous des hobbyistes. Il n'y a personne qui fait d'argent ici. On met de l'argent parce qu'on a des lignes téléphoniques. Il y en avait qui avaient jusqu'à 16 lignes téléphoniques. Là. C'est sûr que certains clubs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des cotisations pour faire payer ça. Et là, il y en a un, à un moment donné, qui s'est retrouvé avec... il recevait des dons, mais là, l'impôt l'a rattrapé pour dire « Wow, tu as des dons, fait qu'il faut que tu payes de l'impôt là-dessus. » Là, le gars, il dit « Ça me coûte plus cher à opérer que juste d'être un user puis de ne pas le gérer puis d'aller voir des BBS. » Donc, ils ont formé le International FidoNet Association, qui est le IFNA. Ils se sont dit, là, on va essayer de mettre des règles, quelques règles pour gérer le réseau au complet. Et ces règles-là devraient être surtout orientées sur les courriels, sur les protocoles pour échanger des fichiers, tout ce qui est commun, et non pas ce que vous gérez dans votre BBS, ça, on s'en votre club. Non, c'est ça, c'est votre club, c'est votre affaire. Mais au moins qu'on ait une base assez solide. La notion de service. De service tout le monde commun. va retransmettre le courriel, tout le monde va retransmettre. Exact. Puis d'avoir une structure corporative à but non lucratif, au moins pour pouvoir récolter de l'argent puis la redistribuer sans avoir d'impact au niveau des impôts. Fait que c'était un peu ça l'idée. Mais comme il y a des hommes, il y a de l'hommerie, puis la majorité, c'est des hommes, mais il y avait aussi des femmes. C'était assez fascinant dans ces années-là. La mare de poignée, et là, c'est devenu hyper politique. Ouais, à partir du moment où tu fais, puis ça, c'est une notion de base, là, à partir du moment où tu as un groupe, à un certain niveau naît ce qu'on appelle la démocratie du groupe, donc la nécessité de s'organiser pour avoir un représentant, un ci, un ça, pour se structurer. Puis là arrive une autre étape qui est immanquable, l'étape du signe de pièce. Puis quand le signe de pièce apparaît, la marde pogne. C'est ça. Et là, tu as des groupes qui voient une tentative d'imposer des règles, d'autres qui se disent, lui, il veut monétiser pour vendre, pour faire de l'argent. Puis, et là, c'est dictature. Ouais, la dictature du Fido. Du chien. Donc, finalement, ça n'a jamais levé parce que la mare de poignée, puis le gars qui est en charge de ça, lui, il fait ça bénévolement. Là. Il s'est dit, hey, moi, là, j'en ai plein mon casse. Ouais. Fait que lui, il a décidé de tirer la plug là-dessus et de tranquillement être moins impliqué dans le développement des standards et de FidoNet. FidoNet a quand même pris de l'expansion parce que les standards qui étaient déjà en place faisaient l'affaire puis fonctionnaient. Mais il y a eu comme un certain clash. Il y en a beaucoup qui ont quitté parce que là, ils n'étaient plus capables. Ils n'étaient plus capables de gérer ça.
Mais il y a des anecdotes bien intéressantes sur les BBS pour essayer de conclure, de wrapper ce sujet-là. La première, c'est que au niveau des États-Unis, on ne se le cachera pas, tout le côté des gays et lesbiennes, c'est très difficile dans la culture de parler de ça, surtout dans les années 70 et 80. Là, je veux dire, ça ne se parlait pas. Et il y avait un BBS qui s'appelait G-Lib. Je crois que c'était près de la ville de Washington, si je me souviens bien. Et le gars qui a parti ça, il s'est dit, moi, je veux avoir un site où on peut, nous autres, discuter, puis pouvoir sortir du placard sans nécessairement avoir les regards des gens, en sachant qu'on est comme en marge via un BBS. Et il a parti ça et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas tout seul. Et ça lui a permis de réseauter, d'échanger et de faire du bien à un paquet de monde qui avait besoin de s'identifier et aussi de parler de ça. Donc, c'est fou. Là, on est dans les années début 80 là, à ce moment-là aux États-Unis. Là, c'était vraiment... Puis les BBS, c'est mort comment? C'est-tu... Ben, c'est mort. Il y a eu l'arrivée d'Internet. Ouais. OK. Qui a donné un certain coup parce que là, on s'est rendu compte que les courriels étaient plus structurés, plus faciles, les protocoles étaient plus simples au niveau des échanges. Il y a eu aussi le fait que c'est vraiment l'Internet, tandis que l'autre nécessitait carrément de la téléphonie, des serveurs ou des ordinateurs branchés sur des lignes téléphoniques. Bon, il y a l'aspect des coûts aussi, à un moment donné, qui peut entrer en ligne de compte parce que tu as une certaine limite. Le fait que les modems disparaissaient, bien, ça devient plus difficile de contacter un BBS, à moins que tu passes par le réseau Internet, ce qui est probablement possible pour essayer d'arriver sur notre BBS. Mais ils ne sont pas vraiment morts parce qu'on me dit qu'il y en a encore un certain nombre qui fonctionnent. Et il y a un médecin au Vietnam qui expliquait, je pense que c'était au début des années 2000, que lui, l'Internet était censuré au Vietnam à ce moment-là. Et il avait besoin beaucoup d'informations, par exemple, sur le VIH. Parce qu'il y avait vraiment des enjeux au Vietnam liés au VIH. Et il a compris que le Vietnam faisait de la censure sur Internet, mais ne censurait pas les lignes téléphoniques. Ce qui fait que le BBS devenait, via les lignes téléphoniques, la voie de contournement pour échanger de l'information de façon légitime, sans intervention. Parce qu'il ne filtre pas ce qui se passe sur la ligne téléphonique. J'ai perdu ton son de ton côté. Ouais, j'ai perdu ton son. Moi, je ne l'entends pas. T'es muté. Je suis tombé en mute. Ah, là, t'es correct. Là. Ben oui. Je disais donc, c'est ça, à l'époque, c'était pas encore surveillé. Il y a Jeanne d'Arc qui dit que après les BBS, il y a eu les forums qui ont été un peu la suite. Oui, effectivement. C'était la forme Internet du BBS qui est arrivée un peu plus tard. Effectivement, les forums. Donc, c'est ça. Là, je vous ai résumé là, ce que je vais probablement essayer de vous présenter dans les prochaines semaines. Il y a pour quasiment 6 heures de matériel, sans annonce, de tous ceux qui ont créé les premiers BBS, qui les ont fait vivre. Il y a des anecdotes incroyables. Il y a des histoires vraiment savoureuses. C'est geek à 1000%, je vous le dis. J'ai écouté à peu près la moitié de ça. Je ne vous ai même pas dit 20% de ce qu'il y a dans le contenu, je vous dis. Là. Je vais probablement essayer de faire pas une parce que c'est bien trop long, là, 2 à 3 séances d'archives geek là-dessus pour qu'on puisse le regarder puis interagir parce que c'est trop bon. Là. C'est du bonbon. On se retourne dans les années 70 et 80 et c'est fou, là. C'est vraiment fou. Ouais, ça l'aide à comprendre aussi parce que, tu sais, pour un utilisateur moyen de l'Internet aujourd'hui, on a de la difficulté à se mettre en tête toute la structure qu'il y a derrière, puis à comprendre un peu comment c'est divisé, comment c'est, puis en comprenant d'où on vient, on a une bonne idée d'où on va, tu sais. Juste une idée de même. Quand tu tapes un nom d'un nom de domaine, www Google, ton ordi consulte un domaine name server, un DNS, qui va dire à ton ordinateur, ben, ton site web est à telle adresse, donc l'espèce d'annulaire.
Mais les BBS et tout ce monde-là ont rendu l'obligation de créer ces annuaires-là qui se sont multipliés pour différentes raisons, que ce soit pour les courriels, pour les sites web, pour les ci et ça. Fait que ça a fait naître toute la structure qu'on a aujourd'hui, qu'on sert sans trop savoir qu'elle est là, mais qui était là à l'époque. Effectivement. Puis, malgré que les protocoles ont évolué, surtout à cause de l'armée américaine, parce qu'on sait que Internet était en partie lié au développement militaire au départ, puis bon, par la suite, il y a eu Assez démocratisé. et c'est démocratisé, puis là, c'est rendu via des groupes avec des standards, puis des ententes sur le fonctionnement, mais à la base, c'était plus Ça militaire. me fait penser à quelque chose, une anecdote que j'entends souvent dans mes amis de mais pourquoi l'exploration spatiale? Mais pourquoi l'armée? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais tu sais, en même temps, l'être humain, quand il se pousse à un défi, que ce soit aller sur Mars ou à attaquer son ennemi ou à se protéger de son ennemi, va utiliser tout son brain pour trouver des solutions à ses problèmes, des inventions. Puis la plupart des inventions qu'on a de la vie de tous les jours, ne serait-ce que le micro-ondes, le running shoe, viennent en partie parce qu'ils ont été une obligation militaire, une obligation de recherche ou ces choses-là. Puis éventuellement, la fin de cycle, le fait que bon, ben, on n'a plus besoin, on est rendu plus loin, et là, on se retrouve avec dans la vie civile où on se retrouve avec l'information. Puis à l'époque où les BBS existaient, où on était vers le début de l'Internet, il y a eu aussi la naissance du IRC, Oui. le Internet Relay Chat. C'est ce qu'on appelle le protocole de communication instantanée. C'est ce qui a donné naissance au fameux chat qu'on utilise en ce moment dans Twitch, au chat dans Facebook, au chat un peu partout. C'était vraiment le début de début. Si tu veux me remettre ma slide, Pat. Alors, le Internet Relay Chat, IRC, est né en 1988, fait qu'on n'est pas super longtemps après ton histoire de BBS. Donc, l'Internet commence à se démocratiser pas mal. Puis quand je dis pas mal, je vous dirais que la plupart des familles, ils l'ont peut-être pas, mais ça commence. Là, on commence à en parler. Les écoles l'ont pas mal tous. Les entreprises aussi, ces choses-là. Et on se fait une norme qu'on appelle la norme RFC 1459, dans laquelle on va pondre les bases de comment va fonctionner un service de relais de communication de chat. Et RFC qui veut dire Read, attends, c'est Read for... hey, mon Dieu, je l'avais tantôt en tête. RFC, Read. Je vais chercher ça en Read for live. call, non? Read for comment. Ouais, c'est ça, je pense que c'est Read for comment. Ouais. Read for comment. RFC, Request for comment. Request, OK. Donc, toute l'Internet est basé sur ces normes-là. Donc, quand on parle du protocole, je sais pas moi, le protocole DNS, le protocole Samba, le protocole Wi-Fi, le protocole Bluetooth, ils viennent tous à la base d'un RFC numéro 1 tel. Donc, à l'époque, en 88, on met ça tout ensemble, on se consulte, le besoin crée l'organe, et on met ça, tout comment ça va fonctionner, la notion de salle, donc on a une salle, un salon dans lequel on arrive, et donc on va devoir avoir un nom, donc je suis qui, j'ai une identité, je rentre dans une salle avec d'autres personnes pour qu'on puisse discuter. Fait qu'on est vraiment là. Et en 95, on fait un petit bond parce qu'il y a eu plusieurs petits clients IRC qui sont nés avant IRC, mais qui étaient très, très balbutiants là, dans les écoles, les universités, ces choses-là. Puis en 95, Khaled Mardon Bey a créé un IRC avec d'autres mondes autour de lui qui était la folie furieuse. Alors pour ceux qui étaient de l'époque, je présume que tu as connu un peu aussi, Patrice. Demi-RC, Ouais. un peu, malgré que dans ces années-là, j'étais plus
95, là, j'ai commencé à travailler en développement logiciel. Ouais, fait que tu utilisais un Windows. peu moins. Ouais, Moi, j'étais dans l'époque 18-20 ans, balbutiant. Fait que c'était plus winner pour moi que peut-être c'est ça. rendu à ton Toi, tu étais époque. plus en mode exploration puis utilisation. Moi, j'étais un peu plus pratico-pratique rendu dans ces années-là. Là. Exact. Fait que MRC, c'était la grosse force. C'est ce qui a commencé au niveau des premiers clients IRC, si tu veux. Il y en a eu d'autres. Puis, MRC, on faisait tout là-dedans en passant. Hein. On avait des salles sur tous les sujets, un peu comme les BBS, les forums. On avait des salles sur, je sais pas moi, les tripeux de musique de Québec, de Montréal. Puis, il suffisait de joindre un serveur. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, il y en avait plusieurs serveurs des nœuds mondiaux, mais les quatre plus connus, il y avait IRC-Net, Dalnet, FNet, et moi, je faisais partie du Undernet, qui est Oh, un des très gros, un des très gros serveurs qui existe encore d'ailleurs, Undernet. OK. Et les serveurs, un peu comme tu disais dans BBS, ils fournissaient des services, donc services de gestion de salle, donc de s'assurer que quand tu crées un canal, il pouvait rester permanent, il pouvait être créé. Ils fabriquaient les robots, les Xbots, qu'on se servait pour surveiller le canal, garder le canal ouvert. Un peu comme vous voyez dans le chat MISA, on a un robot qui s'appelle Stream Element. Ben, dans un serveur IRC, il y avait un robot. MIRC, c'est exact. Discord, c'est la copie-collée de MIRC. D'ailleurs, c'est entièrement presque basé là-dessus avec les lignes de commande, tout, c'est très inspiré. Puis, à l'époque, c'était winner, là. On avait les émoticônes, les dessins. On pouvait s'envoyer toutes sortes d'émotions. On pouvait changer la couleur de notre texte, grossir, rapetisser, rajouter des éléments. On pouvait se parler en privé. Donc, on double-cliquait sur un nom dans une salle de chat. On avait notre propre salle privée dans laquelle on pouvait continuer. Et ça a été le début du fameux ASV. Ça te dit quelque chose, Patrice? Pas en tout. Ça te dit rien? Non. Quand tu rentrais dans une salle d'IRC, partout, tu avais quelqu'un qui disait Patricia ASV. Puis ça voulait dire ton âge, ton sexe, puis ta ville. Il fallait que tu répondes. Tu n'avais pas le choix. Alors, Patricia, 24 ans, Laval. Puis là, tout le monde, ASV, toi, c'était le langage MRC, tout le monde se posait la question. Et tu avais des opérateurs dans les salles. Donc, forcément, il y avait des gens qui surveillaient la salle pour s'assurer de la bonne marche, qu'il n'y ait pas de chicane. Évidemment, chaque salle avait ses règles à eux. Parle pas trop fort, parle pas en majuscule, fais pas ci, fais pas Oh, ça. évidemment, évidemment. On s'entend. Et évidemment, il y avait des salles qui pouvaient compter des milliers et des milliers d'abonnés. Puis j'en ai parlé la dernière épisode. À un certain point, on se transférait des données. Parce que dans le protocole IRC, on avait aussi la fameuse partie DCC qui nous permettait de j'ai un fichier, je veux te l'envoyer, DCC, je te l'envoie, merci, bonsoir. Donc, on n'est pas encore au peer-to-peer, mais on est vraiment au début. IRC, ça a été winner. Parallèlement à MIRC, à peu près en même temps, à l'autre bout de la planète, en Russie, ICQ, qui n'a pas été développé par les Russes, qui a été racheté par Mail.ru, mais qui à l'époque avait été développé par Mirabilis, qui est une société, en fait, c'est des gens de l'Israël, des étudiants tripeux, qui ont voulu changer l'apparence de NIRC, si tu veux, pour le rendre avec plusieurs autres services. Donc là, c'était le balbutiement de la messagerie instantanée personnelle. Donc, on n'avait plus la notion tant de salle, malgré qu'on pouvait avoir une salle, mais là, on avait la notion d'un calepin. J'ai des amis dans lequel je peux joindre à tout moment. Je double-clique sur son nom. Salut. Je t'envoie un petit son pour te dire que je suis là. Et c'était hyper winner. Et ça a fait le tour du monde. Tout le monde, ou à peu près, a eu un ICQ à l'époque. Je ne sais pas si toi, tu avais un ICQ. T'as-tu eu ça? Non, moi, j'avais plus ce qui est lié à AOL, qui était un Instant Messenger, un IM, une adresse IM pour faire l'instant messaging. J'étais plus de ce côté-là. Fait que de mémoire, je pense qu'AOL, ça a été
pas longtemps après ICQ ou à peu près en même temps. C'était quoi? J'ai pas connu AOL, ben. AOL était un peu avant, on va en reparler tantôt. Là. J'ai quelques slides là-dessus, là. Mais ça chevauchait. Là. AOL est d'un mémoire. Toc, Moi, toc. j'ai utilisé AOL dans les années 80, 90, 89, 90. OK, on est avant, là. On OK, était un j'avoue, peu avant, c'est ça. Ouais, tu vas voir tantôt, là, c'est un autre game, là. je vais te montrer la petite vidéo. C'est une vidéo en accéléré qui nous montre un peu toutes les messageries instantanées qui sont nées puis mortes Oui, 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 à oui. partir de l'époque. Fait que ça dure à peu près 56 secondes. On va la voir. Puis là, je suis désolé si on ne voit pas très bien parce que l'image n'est pas super grande, mais d'après moi, on va avoir la capacité de voir. Vous allez voir, ça va très vite. Fait que ça, c'est toutes les évolutions à travers le temps Ouais. de la Là, tu popularité, vois c'est ça? ICQ qui s'est mis à descendre. Puis après ça, il y a, qu'est-ce qu'on a? QQ en haut qui est très fort. AOL qui monte. MSN Messenger, on est en 2003, qui se met à mourir tranquillement. Qui revient de sa pauvre vie avec quelques petits détails. Skype qui essaie de survivre. BBM de BlackBerry qui se fait Oui. compétition avec Skype. Messenger qui s'en va, oublie ça. On a Snapchat, WhatsApp en fait, qui prend le devant. Facebook Messenger. Puis là, on a toutes les autres. BBM disparaît en 2019. Snapchat. Puis on a les dernières positions. En première position, on se surprendra pas en 2020. 2022, ça doit être encore lui. Là. Snapchat, Facebook Messenger, Oui, oui. WeChat, que je connais pas, mais je pense que les versions chinoises. QQ, j'ai aucune idée. iMessage, évidemment, pour Apple. Kick Messenger, Je connais pas, j'ai non? jamais entendu. Jamais entendu. Skype, qui est encore là, malgré tout. Viber, j'ai entendu brièvement parler, mais je n'ai pas utilisé. Snapchat, Line, Ike, puis ICQ, qui est encore en 2020. Avec 200 11 230 11 000. 230 000 personnes qui utilisent ICQ en 2020. OK, OK. What? Avec les vrais gays qui sont en bas, là. Ah non, non, c'est clair. C'est des lovers. Là. Ils trippent. Effectivement, oui. Ah, boy. C'est ça. Moi j'ai plus utilisé AOL, puis vous allez le voir pourquoi dans ce que je vais vous présenter, parce que c'était. Ça a débuté avec comme trois grands axes. Il y avait Quantum Link qui a essayé de démarrer sa solution pour être capable euh, de- 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 d'envoyer de l'information. C'était sur des Commodore. Ils ont commencé à développer une solution de ce côté-là et par la suite, je crois qu'ils ont essayé d'avoir une entente avec Apple pour développer un service qui était vraiment spécifique à Apple, qui s'appelait Apple Link. Au départ, c'était surtout pour du staff à l'interne puis qui faisait du support, qui avait besoin d'avoir de l'information, Méthode de partager de communication. l'information entre eux autres. Puis il y a General Electric aussi, qui est Information Services, qui avait développé une solution. Tout le monde s'essayait, là, rendu à ce moment-là, là, d'essayer d'avoir une solution parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait vraiment un besoin, là, avec les BBS, d'avoir une solution qui pouvait éventuellement être monnayable, là, parce que c'était ça le but, là. C'était d'offrir des solutions monnayables avec une valeur ajoutée, plutôt que d'être dans un système un peu archaïque, très limité à une communauté, oui, avec des échanges, mais si la personne avec qui tu veux communiquer n'est pas dans un des BBS, oublie ça, là, tu ne pouvais pas sortir de là directement. Donc, on a eu certaines tentatives plus ou moins fructueuses qui, par la suite, se sont transformées. Bon, Apple Link avait une solution qu'ils ont essayé d'aller vers le marché public avec les premiers ordinateurs Apple. Ça a été un succès mitigé. Ça n'a pas été vraiment très populaire jusqu'à temps qu'American Online décide de dire ben, on va l'offrir sur des disquettes, puis on va mettre les disquettes dans des magazines. Il y avait ça partout. Ouais. Il y en En avait fait, tu ne même. pouvais pas te promener. C'était impossible de ne pas tomber sur la disquette ou le C'est CD. ça qu'il disait. À un moment donné, il y avait des CD qu'il fabriquait. Là. Il disait que c'était le plus grand acheteur de CD dans le monde. Là. C'était America Online.
et de Mais loin. c'était des pushers, hein? Oui, Ils t'envoyaient un CD avec l'Internet gratis pour un certain nombre d'heures là, ou de temps. pour que tu deviennes complètement accro. Exactement. Ils en mettaient même dans des boîtes de steak surgelés. Hein? Ils mettaient des disquettes. La disquette, ils mettaient ça au congélateur dans Walmart puis dans les épiceries. Puis ça a l'air que ça t'a fait. Là. Tu dégelais ça, puis à un moment donné, tu mettais ça dans Oh, ton ordinateur. disquette, on va aller sur Internet. 100% bœuf. Donc, ils ont commencé sur cette plateforme-là. Moi, c'est pour ça que ça m'a accroché parce que je venais d'acheter probablement mon Mac SE30, puis j'ai vu la disquette, c'était compatible, puis je dis, ah, puis je vais l'essayer. Tu sais, ça me donne des choses gratuites, puis c'est comme nouveau, là, c'est pas des BBS, c'est autre chose. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser ça. Puis ça permettait d'envoyer des courriels, d'accéder à différentes chambres pour discuter ou avoir de l'information là, sur les sports, sur Le temps de l'éducation. recherche n'est pas là encore. Là. Non, 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 on n'est pas là. On est vraiment très linéaire. On s'en va dans un endroit, on a de l'information. Je te propose un catalogue, voici les rubriques. C'est ça, c'est ça. Par la suite, ben, ils sont allés du côté PC. Windows, avec aussi un push de ce côté-là quand Microsoft a commencé à avoir beaucoup de traction avec Windows 3.1. Fait que ça a été un autre vecteur pour aller chercher des clients. Évidemment, là, je n'embarquerai pas dans tout l'aspect valuation de la compagnie, là, parce que la compagnie a pris beaucoup de valeur. À un moment donné, elle a acheté Time Warner. Bon, je ne veux pas rentrer de ce côté-là parce que ça, c'est toute une autre game. Là, puis il y a eu tellement des mauvaises décisions d'affaires, mais bon, ça a été surévalué pendant des années. Jusqu'à temps qu'il soit la première plateforme de jeux en ligne. Oh mon Dieu, tu me replonges loin. Neverwinter Night. Ouais, ça a j'avais été, oublié ce jeu-là. de ce que j'ai compris, là, c'était vraiment le premier jeu en ligne où tu pouvais interagir avec d'autres utilisateurs. Je pense qu'on pouvait être jusqu'à une cinquantaine, si je comprends bien, là, ou une quinzaine ou 50, je ne me souviens plus du nombre exact, là, mais le point ici, c'est que tu pouvais jouer, tu pouvais Jeu coopératif. oui, qui était basé sur Dungeon and Dragon, qui était quand même assez populaire dans ces années-là, là, qui était en pleine ascension, comme jeu de Le société, jeu de rôle. diable. Ouais. Donc, ça a été aussi bénéfique pour cette industrie-là parce que ça a vraiment mis des bases sur le potentiel que ça pouvait avoir et probablement que ça a façonné certains développements dans les années suivantes, dans la décennie suivante sur du développement en ligne parce que là, on voyait que c'était possible. On voyait qu'il y avait une clientèle pour ça aussi, là. C'était pas rien, là. Ça a marqué l'enfance, l'adolescence, même le jeune adulte de plusieurs personnes là, qui voulaient jouer à ces jeux-là puis essayer d'échanger de ce côté-là. Là. Puis je lis dans le chat présentement, là, il y en a que j'avais le jeu Donjons et Dragons, moi, là, évidemment. Je l'ai eu, moi, avec. Mais tu sais, là, on est à quelle année, à peu près, à cette époque-là? 90, 88? Oui, on doit être fin des années 80 là, de mémoire là, dans ces années-là. Je me rappelle, j'avais ce jeu-là, mais moi, oublie ça. Là, tu sais, le jeu était probablement coopératif en ligne, mais ça impliquait, parce qu'à l'époque, je recule en arrière, mais quand on signalait pour appeler sur le modem pour avoir Internet, on coupait la ligne à tout le monde dans la maison. Là. Ah oui, oui, c'est ça. Tu Là. sais, il fallait avoir 2 lignes ou, sorry, tu prends la ligne pour la soirée, puis il n'y a plus personne qui peut téléphoner. Puis chez nous, ben, il n'était pas question de prendre la ligne plus qu'un certain nombre de minutes, heures. Fait que moi, je jouais pas en coopération avec ça pendant tout. Non. C'est ça, non, c'est ça. Puis dépendant de notre budget familial, d'avoir une deuxième ligne, ben moi, dans mon cas, je me souviens, je me l'étais payé. Là, à un moment donné, je me suis acheté ma ligne, j'avais ma ligne à moi parce que là, c'est pas vrai que je vais commencer à partager ça avec mes parents. Ah non, non. Non, c'est ça. Fait que de mémoire, là, je pense que je m'étais fait rentrer une ligne. Là, puis j'ai dit, bon, mais c'est la mienne, je vais faire ce que je veux quand je veux. Puis moi, j'en ai besoin. Ça fait partie de mon écosystème, autant social que mon hobby. Puis Pour mon équilibre mental. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, c'est ça. Donc, AOL, ça a été bon, aujourd'hui, là,
c'est pratiquement disparu, puis ça s'est fondu dans la brume, mais ça a quand même joué un rôle important dans l'éducation de la population. Moi, je me souviens, j'échangeais avec du monde aux États-Unis, là. Tu sais, je savais à peine parler anglais, j'écrivais un peu, mais tu sais, je me forçais à écrire en anglais, puis à échanger, puis je trouvais ça bien le fun d'échanger avec quelqu'un à l'autre bout des États-Unis. Je savais pas c'était qui, mais bon, j'avais du plaisir, puis c'était agréable comme échange. Puis c'était aussi fascinant de voir que ça répondait immédiatement au message. Tu sais, c'était pas comme dans les BBS où il pouvait avoir un long délai. Là, c'était vraiment, on était plus dans l'instantanéité. Right on time, celle-là. Là. Exactement. Puis, Puis les fournisseurs Internet à l'époque n'étaient pas encore là, là. On était non, encore chacun chez soi, s'arrange avec son petit téléphone, sa ligne, puis ses patentes. Puis la notion de fournisseur Internet n'était pas encore arrivée, ça en venait, mais non, on n'était pas là encore. c'est en plein ça. Puis tu sais, c'était attrayant, c'était un numéro 1-800, donc ça ne te coûtait rien. Ah ouais. Pour appeler, bon, ça te coûtait après ça des minutes si tu voulais jouer plus longtemps ou consommer plus, mais à la base, ce qui est intéressant, c'est que c'était un numéro local ou sans frais, puis on n'avait pas à se préoccuper de l'interurbain pour ces aspects-là. Là. Ouais, pour se faire une idée en 2022 de ce que pouvait être AOL, c'est comme si Google vous envoyait un CD de quelques sites intéressants, là, genre Radio-Canada, l'école de ton coin, le site pour trouver des jeux, puis package ça dans un CD, puis je te donne 1 heure d'Internet ou 2 heures d'Internet gratis, puis après ça, tu peux t'inscrire pour avoir un peu plus d'Internet. Je t'envoie l'Internet chez vous. Et ça a été le début de la folie, pas longtemps après ça. Là. Effectivement. Puis la beauté des débuts de l'Internet, c'est que là, on s'ouvrait un monde qu'on n'osait même pas imaginer. Il y avait des accès à de l'information en masse. Bon, c'était après ça le début là, de Netscape, le début aussi des premiers engins de recherche où à tout le monde. Lycos, Oui, tu sais, tu Alta Vista, as eu la toile du Québec qui a aussi la été. toile du Québec. Ben oui, qui était le rendez-vous au Québec pour être capable d'être capable de trouver certaines informations plus locales. Là. Puis ça a été la folie au niveau de, puis tu t'en parles, mais à l'époque, il y avait des moteurs de recherche pour tout. Oui. Tu avais un moteur de recherche d'école, tu avais un moteur de recherche de musique, tu avais un moteur de recherche, c'était la folie furieuse. Et il y a une entreprise que vous avez probablement tous connue qui s'appelait Copernic, qui avait eu la brillante idée de créer un programme dans lequel on avait tous les moteurs de recherche inimaginables. Puis, si tu n'avais pas le moteur de recherche, il y avait Yahoo, effectivement. Si tu n'avais pas ton moteur de recherche dedans, avec une simple ligne de commande, tu rajoutais le moteur de recherche Yahoo, Lycos, whatever. Et là, tout d'un coup, dans un même logiciel, parce qu'on n'est pas sur Internet, tu tapais un mot, puis là, il te sortait 80 résultats dans Lycos, 222 dans Yahoo, ainsi de suite. Et là, tu pouvais... Oui. Là, tu étais dans hot parce que tu détenais le pouvoir sur l'univers de ton pauvre petit ami qui, lui, avait le même moteur de recherche, puis il trouvait jamais rien. Mais toi, tu avais tout l'univers de l'Internet, et là, toi, en 2 clics, laisse-moi regarder, là. On se sentait hacker à l'époque, alors qu'on ne l'était pas pantoute. C'était comme, ok, attends une minute. Taper dans le moteur de recherche Copernic, m'a te sortir ça. C'était fou, pareil. Moi, pour revenir au télécom, là, je change un petit peu de sujet, là, mais je me souviens, dans un de mes premiers emplois, une fois que j'avais gradué, j'étais en charge du département informatique de l'ancêtre des bureaux, en gros, au Québec. Puis, on avait des besoins de télécommunications entre les magasins. Ça nous coûtait une fortune de lignes dédiées pour pouvoir communiquer avec les serveurs des magasins, échanger de l'information. Bon, on avait le courriel, on avait tout ça là, à l'interne qui était géré par des serveurs de NetWare, là, si tu te souviens, là, des serveurs réseau, Token Ring. Les tokens. Oui. Donc, tout ça pour dire qu'on avait des coûts assez élevés en télécommunication. Puis là, le directeur général me demande Patrice, il faudrait que tu regardes si on ne pourrait pas réduire ces coûts-là. Tu sais. Et j'avais contacté Motorola qui avait une solution de VPN
du VPN en temps réel, c'est-à-dire en temps constant. Et ce que ça permettait de faire, c'est qu'on mettait 2 boîtes. On avait un magasin à Ottawa, un à Montréal. On avait mis une boîte de chacun des côtés dans les magasins ou dans le siège social. Et on communiquait via cette boîte-là à l'autre boîte. Puis ça faisait notre lien permanent entre ces 2 points-là. Et ça nous coûtait genre 25% du coût. Là. Wow. C'était comme assez impressionnant. Parce que la majorité de vos communications étaient intra-magasin, à la base. Oui, être intra-magasin, c'était ça le but. C'était pas d'aller vers l'extérieur. Je me souviens, il y avait un tech là, qui avait fait l'installation, puis moi, je jasais avec pendant qu'il était là. De toute façon, il fallait que je check qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il était dans la salle des serveurs. Puis on jasait. Puis à un moment donné, je dis au gars, toi, tu vois ça où aller, l'informatique? Puis il m'avait donné une réponse, puis il n'est pas fou, le gars. Là. Le gars, il avait l'air de connaître son affaire. Il m'a dit, moi, là, il dit, je pense qu'on s'en va vers des OS qui vont rouler des OS. Des OS qui vont rouler des OS. Et c'est là où on est rendu, qu'on parle de VMware, qu'on parle de macOS qui est capable de rouler Windows. Exact. Peu importe la plateforme, là, des émulateurs qui sont capables. Plus on s'en va, plus on sort le besoin d'avoir la force dans la machine. Ça va devenir, puis là, je le dis, tout va devenir qu'un simple navigateur. À la limite, oui. Puis tout va, tu sais, on a déjà les services de cloud gaming qui sont de plus en plus populaires, dans lesquels tu n'as même plus besoin d'avoir une bombe. Tant que tu as une bonne connexion Internet, tu te logs sur un ordinateur quelque part, il joue ta game pour toi. Toi, tu as tout à l'écran, merci, bonsoir. On joue au jeu, puis j'ai plus besoin d'avoir une bombe. On s'en va de plus en plus que l'OS devient secondaire. Exactement. Puis je trouvais ça assez bold comme statement. Il était médium, le gars. Là. Ouais, le gars, je pense qu'il avait compris des choses. Mais il faut dire que quand tu travailles dans ces domaines-là, puis que tu es, comment je peux dire, tu es à l'affût des nouvelles technologies, il y avait des formations que moi, je n'avais pas non plus. Là, c'est sûr que quand tu comprends des choses de plus, que tu as appris des choses, ta vision s'élargit. Je le dis souvent, les gens, je lis énormément de livres, je lis tout, je m'intéresse à tout, mais forcément, plus tu apprends de choses, plus ta capacité d'imaginer des choses grandit avec. Hein. Exactement. Puis là, je lisais aujourd'hui, j'ai juste lu le titre. Là, au Japon, ils ont réussi à faire une première transmission de données de 1 pétaflop seconde. 1 pétaflop. On ne parle pas de téra, c'est la coche d'après. C'est 1024 téras, ça, un pétaflop, là? Ouais, de mémoire. 1024 téras. Puis 1024 téras, c'est 1024 gigas. Oh oui. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste, tu sais, de mémoire, je pense que l'Internet était évalué, l'entièreté des connaissances d'Internet est évaluée à quelques pétaflops. Quelques pétaoctets, là, genre 10, 12 ou 50 dans ce coin-là. Quand tu passes d'un 1 pétaoctet à la seconde, c'est comme... C'est ça. Shit. Bon, c'est une limite théorique ou physique, on verra. Là. C'est peut-être dans un contexte optimal de recherche, puis c'est correct. On est loin de notre 300 baud de tantôt. C'est ça que je me disais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit OK, là, la marche est très haute. Là, je ne sais pas c'est quoi la courbe de progression entre le 300 jusqu'à aujourd'hui. Un péta, là, si tu transmets ça sur le Wi-Fi, là, tu ne passes pas entre le modem et le routeur. Là. Tu brûles entre les deux. Là. Ben oui, c'est ça. Tu mets tes œufs, sont cuits. Là. C'est clair. Donc, ça résume un peu nos sujets d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder. Non, je pense que moi, ça a fait le tour. Il y a lundi qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Oui, c'est ça. C'est la conférence WWDC d'Apple
qui est encore en différé, donc via des vidéos, là, qui n'est pas en présentiel. Là. Malheureusement, à cause de la COVID, ils n'ont pas pris de chance, là, compte tenu qu'il fallait qu'ils le préparent à l'avance. Puis bon, ben, les contraintes logistiques ont fait que je pense qu'ils ont pris cette décision-là. Donc, moi, de toute façon, je l'écoute à toutes les années. Puis c'est ça que je te disais hors d'onde. Moi, j'ai assisté aux conférences de 2007 à 2013 inclusivement. J'étais sur place lors de ces conférences-là. 2007, tu dire la première. La première en 2007. En fait, ce qui m'a fait décider d'y aller, c'est que le iPhone a été présenté au printemps ou juste durant les premiers mois de 2007, si je me souviens bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, là, il faut que j'y aille. Et je me suis acheté mon billet. Fait que tu es dans la salle quand Steve Jobs. Non, il l'a annoncé avant, mais j'étais dans la salle quand Steve Jobs était là en 2007. Moi, j'ai vu Steve Jobs en 2007, je l'ai vu en 2008, 2009, il était malade, et je l'ai vu en 2010 à sa dernière apparition publique. Il était là, gros comme ça. Là. Ouais, on s'entend. Je l'ai vu 3 fait que fois. Lundi, on fait une émission spéciale. On va écouter on va écouter cette présentation-là là, de la keynote. Puis j'ai quelques photos pour vous juste avant, si vous êtes là un petit peu avant, là, dont mon fameux bracelet que je veux vous montrer. Là, qui est... Tu t'attends à quoi? Parce que tu sais, on a beaucoup de rumeurs. Là. J'en parlais hier. Là, on parle qu'il va y avoir des nouveautés. Dans l'iOS 16, il va y avoir énormément de nouveautés. On pense qu'il va y avoir l'apparition des widgets animés, des widgets interactifs, un redesign des notifications, certaines choses. Y a-t-il des choses que tu t'attends à voir? Ben, moi, je suis encore plus bas que ça. Puis on y va juste avec le titre. C'est One Code for All. Donc, je crois qu'ils vont avoir un environnement unique de développement multi-device avec beaucoup moins de travail pour passer de l'un à l'autre d'un point de vue de développement. Ce qui veut Donc, dire penses-tu qu'on va pouvoir développer à partir du iPad? Parce que c'est pas possible pour l'instant. Probablement que oui. C'est fort probable que Xcode, que l'environnement de développement, peut-être qu'éventuellement soit porté vers l'iPad, mais puis probablement que l'iPad va devenir un des portables, va remplacer peut-être le parce qu'il y MacBook a des Air. rumeurs. Ouais. J'ai vu des rumeurs, puis ça, on est à l'étape de rumeurs, on est comme tout le monde, là, on ne sait pas si ça va être là. On a vu que il y a une très forte probabilité que dans l'iPad, avec le clavier, que lorsqu'on va le docker, on va se retrouver avec une fenestration semblable au Mac. Avec la barre en bas, les onglets, les fenêtres, ces choses-là. On l'a déjà vu l'année passée, ils ont introduit les applications iOS, iPadOS sur macOS. Donc, je peux rouler sur un Mac une application du App Store de iOS ou de iPadOS. Il y a une convergence. Il y a une convergence, c'est clair. Puis je pense qu'il ne se le cache pas. Pour le développeur, c'est bien plus avantageux d'avoir une ligne de code, un UI qui va peut-être être ajusté d'une plateforme à l'autre avec un minimum d'intervention pour réduire. Parce que la ligne de code que tu n'as pas à coder, c'est celle que tu n'as pas à tester. C'est le bug que tu n'auras pas. Donc, c'est vers ça. Donc, ça c'est vraiment la couche la plus basse, là, avec toute l'infrastructure qui vont améliorer en dessous. Ça, c'est une chose. Ceci étant dit, au niveau des fonctions, moi, je m'attends à avoir des choses assez importantes en termes de réalité virtuelle. Oui, c'est clair, c'est clair. Écoute, l'annonce je l'ai mis dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, vous allez sur le site apple.ca, vous avez l'annonce du WDC. Si vous cliquez sur le Memoji dans le centre, dans votre iPhone, il va ouvrir une image dans laquelle on voit un paquet de cartes en virtuel et dans lequel on peut choisir une des cartes, ces choses-là. Donc, c'est clair que Apple va faire une annonce. Soit qu'on s'en va dans la réalité augmentée, soit qu'on s'en va dans la réalité virtuelle, ou un mix des deux. Ça, on ne sait pas. Parce que je te dirais qu'en 2007, là, une des présentations qui m'avait le plus impressionné, là, il nous présentait les outils de développement au niveau des images pour les développeurs. Et ils nous ont fait une démo. Déjà en 2007, là, ils prenaient une photo. Puis sur la photo, tu avais une table avec un pot de fleurs. Puis en arrière, tu avais des rideaux puis un mur. Puis ils te montraient qu'ils étaient déjà capables en 2007
de savoir la profondeur des objets et de On décomposer est ça. avant l'IDAR, là. Oui, oui. Et là, c'était comme, wow! Puis c'était juste à l'étape de, tu sais, on est capable de faire ça, puis techniquement, vous pourriez être capable de le faire. Il n'y a rien qui vous empêche. L'infrastructure est là pour ça. Là, c'est comme, OK, là, vous êtes déjà en train de travailler là-dessus en 2007, là. C'est fou, là. Ouais, ça fait Fait 15 qu'imagine ans. ce qu'ils travaillent right now, là. C'est ça, là. C'est pété, là. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, ben on en apprend 5 ans plus tard parce que c'est des pet projects qui sont mis de côté. C'est tu sais, juste la réécriture d'iMovie il y a plusieurs années. C'est un gars qui est revenu de vacances et qui s'est dit hey, iMovie, je ne suis pas capable de travailler avec ça, ça n'a pas d'allure. Il l'a réécrit. Il montre ça à son boss. Le boss s'en va voir Steve Jobs. Hey, check, qu'est-ce qu'il a fait? On fait quoi? C'est ça le nouveau produit, là, c'est fini. Là. That's it. L'autre, By the way, il y a une autre rumeur hyper persistante. Paraît-il que ça va changer l'univers. Et là, je vous le dis. Paraît-il qu'enfin, on aura peut-être la calculatrice sur le iPad. C'est vrai qu'on ne l'a pas. Il faut avoir une autre Il n'y a application pas de pour le faire. calculatrice. Puis Steve Jobs, je sais pas si c'est Steve Jobs ou l'autre d'après, là, je pense que c'est Steve Jobs, il n'a jamais voulu la foutue calculatrice sur l'iPad parce qu'elle ne sortait pas bien. C'était pas beau. C'était à chier. Puis c'était un nom catégorique. Tu ne mettras pas la calculatrice à la tablette, c'est de la merde. C'est peut-être Fait Scott que j'ai Forstall, ouais. Donc là, à cette heure, ça se peut qu'on ait notre calculatrice enfin sur iPad, qui est un non-sens, là. Oh, oui. Honnêtement, là, que il faut que tu télécharges une calculatrice third party pour Ouais, être c'est ça que je capable fais. de Moi, je n'ai calculer. besoin de temps en temps, puis c'est ça que j'ai. Là. Je me suis téléchargé des petites pubs de temps en temps. Là, puis Ouais. c'est le prêt à payer pour avoir des gros boutons pour être capable de taper facilement là, dans un Fait que petit stand. Là. lundi, c'est à 12h45 qu'on se réunit. Oui, c'est ça. Puis quelques petites photos pour vous mettre dans l'ambiance, puis on démarre ça. De toute façon, ça démarre à midi pile. Là. Exact. Puis, c'est quoi qu'on a l'horaire la semaine prochaine? On a tes archives geek. Archives geek, probablement mardi, mercredi. Là, je vais regarder l'horaire, l'agenda. Là, ça va tourner dans ces eaux-là. Toi, jeudi, tu viens avec tes mobiles en bref. Puis là, on regarde là, si on diffuse notre prochain duo. Là, vendredi prochain, ça dépendra de ton horaire. Là, ça sera à toi à nous confirmer. Zéro stress. Tout ça. Mais on ne devrait pas avoir de problème la semaine prochaine. On devrait avoir tout le temps qu'on a. Puis on va se trouver des sujets super intéressants. Il n'y a pas de stress là-dessus. Oui, on a déjà en banque là, sur l'évolution des GUI, des Graphical User Interface. On a plein 10 durs, la naissance de la mémoire informatique, moi, ça m'allume bien gros. Oui, effectivement. Puis moi, j'ai une histoire à vous raconter là, dès qu'on parle d'Internet. Là. C'est la fameuse machine à coke. Il faut que je vous raconte ça. C'est vraiment fascinant. Cette histoire-là qui s'est passée dans une université américaine, mais qui est l'embryon de tout ce qui s'est fait après ça au niveau Internet. Là. Ça va être cool. Oui, c'est cool. Je pense que ça fait le tour, Pat. Ben, c'est bon show. On a eu du plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir. On a essayé de mettre beaucoup de contenu cette semaine. Merci à vous autres. Hein? Oui, merci. Là, il y a une dizaine de spectateurs là, à peu près durant tout le stream. Là, on est vraiment contents. C'est vraiment plaisant de vous avoir. Puis, si vous avez des suggestions, on est ouvert. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde puis qui fit bien dans ce qu'on couvre, ça, on va y aller. On va creuser le sujet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, là-dessus, ben, on va vous quitter tranquillement. Puis, on va se donner rendez-vous dès lundi, 12h45 pour la suite des choses. Salut bien tout le monde sur notre petite musique de départ et passez un beau vendredi soir. Nous, on va aller relaxer un petit peu pour avoir mis beaucoup d'énergie. Salut bien. Bye tout le monde.